vous avez dû mettre à tout le monde ce soir. Alors, Philippine Verbon-Jeanne, Madame le procureur, nous vous écoutons pour vos réquisitions, si je m'abuse. Ouais. Pour vos réquisitions. Nous sommes le 23 février et nous sommes dans une salle. Une salle qui résonne sans raison, à la fois vide et remplie. Une salle qui ne dit rien tout en faisant beaucoup de bruit. Une salle imposante, pesante, invisible et pourtant immense. Nous sommes le 23 février et nous sommes dans la salle du silence. Mais quand allons-nous en sortir? Quand allons-nous sortir de ce silence qui ne cesse de susurrer ce dont nous sommes persuadés d'entendre? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, écoutez celle qui souhaite se faire entendre. Écoutez celle qui dit, mais qui pourtant ne fait aucun bruit. Écoutez celle qui, ce soir, souhaite qu'on agisse pour ce qu'elle a subi. Madame Rable, gentille, généreuse, naturellement serviable, est la secrétaire de Monsieur Berman, à la tête d'une société de rang mondial. Ce dernier, en plus d'exploiter sa secrétaire qui, sans compter ses heures, ne bénéficie que d'un faible salaire, ne cesse de lui faire des avances de manière intempestive. Entre sa relation professionnelle et sa relation plus qu'amicale, entre le salaire qu'elle perçoit et celui qu'elle envoie à sa mère malade, entre le choix de rester dans la salle du silence et celui d'en sortir et de dire tout haut ce qu'elle pense, Madame Rable est perdue. Mais M. Berman, lui, ne cesse de la harceler sans ressentir le moindre sentiment, hormis la satisfaction de son seul désir sexuel. Il est alors évident que ces actes portent atteinte à la dignité de la personne humaine. En effet, le Code pénal affirme dans son article 222-33 que le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Pour être constituée, l'infraction requiert la réunion de l'élément matériel et de l'élément moral. S'agissant de l'élément matériel, ce dernier impose la répétition de propos ou comportements à connotation sexuelle. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, rapprochons-nous des faits et creusons-les. Creusons les faits qui pourraient ne jamais avoir été révélés. Creusons les faits qui, dans cette salle, sont restés enfermés. Les collègues de Madame Rable ont affirmé n'avoir jamais remarqué de comportement déplacé de M. Berman envers quiconque. Il est alors nécessaire de souligner le fait que ce dernier proposait très souvent des dîners en tête-à-tête à sa secrétaire. N'est-ce pas un comportement de harceleur que d'isoler sa victime des témoins possibles? N'est-ce pas un comportement de harceleur que d'éloigner sa victime le plus loin possible? Aussi, M. Berman a créé des locaux qu'il a mis à disposition de ses employés. Quel est l'intérêt de créer des locaux isolés des bureaux? N'est-ce pas, encore une fois, pour y amener sa victime et l'éloigner de ceux qui pourraient témoigner? Madame Rable, quant à elle, est perdue. Espérant pour son salaire une augmentation, elle accepte ses invitations sans se douter qu'elles ne sont animées que par d'horribles pulsions. Des invitations, encore des invitations, des messages, encore des messages, des remarques sexistes, encore et encore. Et ce n'est pas tout. Un soir, alors qu'il l'a déposée chez elle en voiture, M. Berman a touché la poitrine de Madame Rable, après qu'elle lui ait confié qu'elle manquait d'affection et que son copain ne la touchait plus depuis plusieurs semaines. Depuis quand le fait de se confier à une personne sur sa vie privée est une invitation à se faire toucher la poitrine? Madame Rable n'y a pas consenti. Et M. Berman, lui, a recommencé. Une autre fois encore, il a essayé d'embrasser Madame Rable. Une autre fois encore, il lui a fait des réflexions sur la longueur de ses jambes. Une autre fois encore, il lui a fait des réflexions sur la douceur de ses cheveux. Une autre fois encore, il lui a fait des réflexions sur sa tenue. Il est évident que ces comportements sont répétés, à connotation sexuelle, et sont dégradants, humiliants et offensants. De plus, la défense vous dira que Madame Rable souhaitait, elle aussi, entretenir cette relation ambiguë avec son patron, ou encore qu'elle envoyait, elle aussi, des messages à celui-ci. Je lui répondrai que les messages envoyés par Madame Rable n'étaient que des réponses à ceux de M. Berman. En l'espèce, ce dernier a toujours envoyé les premiers messages. Madame Rable, serviable, se devait d'y répondre. Elle se devait d'y répondre en utilisant les mêmes formules que son patron. Elle se devait d'y répondre car c'est son patron. M. Berman est donc le seul à avoir provoqué cette situation. Enfin, la défense ne cessera d'invoquer le fait que les différentes versions de Madame Rable ne sont qu'instables. Je lui répondrai que Madame Rable, paralysée,
déboussolées, étaient en état de choc. Les images se mélangent, se bousculent, certaines prennent le dessus, d'autres s'effacent parce qu'elles préfèrent les oublier ou parce qu'elles en ressortent traumatisées. Et Madame Rable tente tout de même d'y faire face. Elle invoquera aussi certainement le fait qu'elle a effacé certains messages. Je lui répondrai qu'elle avait peur. Elle avait peur de ne pas être entendue. Elle avait peur que sur sa propre parole, de simples réponses à des messages soient retenues. Elle avait peur que sur ses mots, le silence prenne le dessus. Concernant l'élément moral, l'auteur doit avoir eu la volonté d'imposer ce comportement à la victime. M. Berman savait qu'il avait dépassé les limites. Quel est l'intérêt pour un homme à la tête d'une société de rang mondial d'envoyer sans cesse des messages plus que professionnels à sa secrétaire, de l'inviter au restaurant, de lui offrir des cadeaux? En tout état de cause, il est évident que ces actes répétés ne sont pas le dessein de sa générosité. Car s'il l'avait été réellement, il aurait depuis bien longtemps augmenté le salaire de celle qu'il savait être en difficulté. C'est d'ailleurs ce même article de 122-33 du Code pénal qui affirme que ces faits sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente et connue de leur auteur. Sans compter ses heures, Madame Rable ne bénéficiait que d'un maigre salaire. Elle se devait d'envoyer une partie de celui-ci à sa mère malade en Angleterre. Madame Rable était dans une situation économique précaire. Et tout ceci, M. Berman le savait et en profitait. Même de son jeune âge, de sa naïveté, de sa sagesse, de sa gentillesse, il en a profité. De plus, ce même article affirme que les faits sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. De la même manière, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 janvier 2012, a considéré que constitue un harcèlement sexuel le fait, pour un salarié, d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. M. Berman a profité de son statut et de sa notoriété afin d'obtenir ce dont il désirait. En agissant ainsi, il savait que Madame Rable, intimidée, n'allait jamais refuser. Et ce qu'il savait par-dessus tout, c'est qu'un jour, il arriverait à ce but précis, celui d'assouvir ses désirs. Connu pour ses compétences en stratégie, il savait évidemment comment arriver à ses fins. Enfin, la défense vous dira que Madame Rable a seulement porté plainte afin de toucher une forte somme d'argent. Je lui répondrai qu'en se confiant, Madame Rable ne connaissait rien du droit français. Elle ne pensait pas à l'argent qu'elle pouvait récupérer. Elle ne pensait qu'à rompre ce silence en osant dire tout haut ce qu'elle pense. Elle cherchait seulement à se confier, à parler, à se faire entendre. À se faire entendre tout comme Mélina, victime de harcèlement sexuel au travail. Marie, victime d'injures sexistes au bureau. Julie, Chloé, Louise, Valérie, Chloé, Élodie. Elle cherchait seulement à sortir du silence. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, ne pas agir, c'est ne pas écouter Madame Rable. Je vous demande donc de condamner M. Berman à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 € d'amende. Je vous en supplie, sortez de cette salle, prenez la parole et rompez celle du silence.